Merci beaucoup Marco. Tout le monde m'entend, hein? Oui. Alors, un instant, voilà. Donc, Marco l'a dit, je vais vous parler des outils de collaboration interprofessionnelle pendant la crise au sein de la première ligne. Et je vais me centrer sur la question de comment ces outils de collaboration ont-ils été mobilisés, utilisés, quels changements est-ce qu'on a pu voir et quels effets cela aura pu avoir sur la collaboration interprofessionnelle. Je ne vais pas revenir sur la méthode qui a été décrite déjà à 2 reprises, donc par théorisation ancrée. J'insisterai juste sur le fait que les résultats que je vous présente pourront être affinés donc lors de notre prochaine collecte de données et je vous remercierai si vous avez des vécus différents de ce que j'annonce ou des pistes à ne pas hésiter à nous les présenter en fin de présentation. On a évidemment déjà des pistes pour la suite, mais on serait ravis de tenir compte de vos expériences. Alors, au niveau des résultats, globalement, on observe 2 tendances de fond en lien avec l'usage des outils de collaboration. On a d'une part une transition vers le numérique qui consiste à l'intensification ou à l'ajout de modalités de communication numérique en complément ou en remplacement des modalités de collaboration et communication non numérique. Alors, un second élément qui a subi une forte accélération pendant la crise, on l'a déjà entendu plus tôt dans la journée, c'est la télésanté. Donc, le fait de pouvoir offrir des soins à distance, sans contact physique avec les patients, mais également le fait de pouvoir faire de la téléexpertise ou de la collaboration à distance entre professionnels. Alors, si on essaye de percevoir la manière dont la crise, enfin de comprendre la manière dont la crise a vraiment accéléré ces 2 mouvements, eh bien, on peut d'abord se remettre dans la posture de départ, hein. Donc, au début de la crise, on connaissait très mal le virus, on n'avait pas d'équipement de protection individuelle en suffisance, absolument presque aucun en première ligne de soins. Il y avait une peur qui était très très présente, c'est quelque chose qui est revenu dans la plupart de nos entretiens, tant chez les professionnels que chez les patients. Et un des enjeux a été de voir comment est-ce qu'on peut continuer à assurer des soins aux patients, enfin à la population qui en a besoin, sans pour autant être un moteur de l'épidémie, sans mettre dans la même salle d'attente un patient particulièrement fragile et un patient suspect d'être porteur du coronavirus. Et les représentants de profession, et en particulier de la profession médicale, ont identifié la télésanté comme étant une des pistes qui permettait de répondre à ces attentes et ont donc poussé à son usage, ce qui a été adopté non sans difficulté par les professionnels de terrain. Alors, la télésanté s'appuie aussi sur la transition vers le numérique, hein, elle en a besoin pour fonctionner, surtout si on veut permettre également à certains professionnels qui travaillaient par exemple sous le même toit, de limiter leurs contacts entre eux également. Alors, d'un point de vue de la transition vers le numérique, euh, on a aussi vu l'intensification de la communication, hein, le fait qu'en début de crise, il y avait énormément d'informations qui changeaient et le besoin de communiquer qui a été très fort et qui, du coup, a en quelque sorte challengé les modes de communication existants. Euh, et certains professionnels, certaines organisations se sont donc tournés vers le numérique pour répondre aux difficultés qui étaient rencontrées avec les moyens habituels. Un autre élément qui a joué un rôle dans cette transition vers le numérique, principalement, je dirais, pour les réseaux de santé, c'est tant la télésanté que la stratégie de testing tracing. Je vais vous euh, donner une petite explication à ce sujet tout de suite. Donc, si on prend un extrait d'une procédure Ciensano ici, on retrouve que de nombreux lieux de triage testing collaboreront avec la plateforme fédérale. Dans ce cas, le médecin doit consulter le résultat du laboratoire via le hub. Alors, c'était quelque chose de transitoire hein, lors de la mise en route de ces systèmes et de la plateforme fédérale, mais
ici, il y a vraiment une rupture par rapport à ce qu'on retrouvait avant pour les réseaux de santé, hein, ce qu'on appelle les hubs aussi. C'est le fait que les hubs, les réseaux de santé ont toujours été sont toujours venus en complément des systèmes de communication classiques. Or, ici, c'était la seule manière d'accéder aux résultats du test pendant une certaine période si le patient faisait son test au sein d'un de ces centres de testing. Et donc, là où avant, on était dans un système où le patient pouvait se permettre de ne pas donner son consentement sans en subir de conséquences en termes de santé, ici, si le patient refusait de s'inscrire sur les réseaux de santé, eh bien, il n'avait pas non plus, il n'y avait pas de possibilité d'accéder au test. Donc ça a été un élément qui a pu jouer. Un autre élément, c'est que la transition vers le numérique a été, la stratégie de testing tracing a aussi eu pour but de collecter des données de santé à des fins de suivi de l'épidémie et de formaliser simplifier une collaboration entre la première ligne et le centre de contact tracing en communiquant de manière numérique les informations nécessaires. Alors, deux extraits, un extrait d'entretien qui va plutôt nous parler de l'adaptation des infrastructures numériques par les organisations. Donc, pour les travailleurs, j'ai été chercher rapidement, avant que les magasins ferment, des GSM. On avait déjà des PC portables, mais les médecins ont eu besoin de GSM pour communiquer en visioconférence, pour communiquer par WhatsApp avec les patients et les professionnels. Ça, c'est au sein d'une maison médicale, ce témoignage-là, ou au sein d'une autre organisation, plutôt de la ligne 05, un PV qui nous dit qu'ils ont mis en place des outils de travail à distance pour ceux qui restent à domicile avec un bureau virtuel qui permet d'accéder aux dossiers patients, à l'agenda et aux prescriptions électroniques. Ce qui est assez marquant dans ces deux extraits, c'est le fait que vraiment cet équipement, cette adaptation des infrastructures numériques vient soutenir, vient aider à la télésanté. Ça, c'est un élément. Bon, l'autre élément, c'est que les différents centres se sont équipés, ont investi dans des outils numériques et pourront le mobiliser par la suite, à voir ce qu'il en restera. D'un point de vue télésanté, donc, elle s'est manifestée par le développement des téléconsultations, hein, que ce soit par des médecins ou d'autres professionnels, la dématérialisation de la prescription électronique aussi. La prescription électronique existait déjà, était déjà obligatoire, mais on utilisait systématiquement les preuves de délivrance papier. Hein. Et là, on a, dans le cadre de la crise, franchi un pas, on s'est passé du papier et on a aussi franchi un autre pas, c'est qu'avant la crise, le patient était toujours l'intermédiaire, recevait la prescription de son médecin et contactait son pharmacien. Et ici, pendant la crise, certaines communications sont faites directement du médecin vers le pharmacien par mail, notamment pour des patients plus vulnérables ou moins équipés sur le plan informatique. Je vais reprendre l'extrait ici d'un pharmacien qui nous dit que le médecin envoyait les prescriptions directement sur la boîte mail ou sur le GSM du patient, qu'au niveau de la communication avec les médecins, ça a très fort changé, que c'est beaucoup plus facile forcément, et qu'il espère que ça persistera. Ici, on voit aussi donc que la modalité, la communication entre ces acteurs est facilitée. Le rôle de l'accueil pour les organisations donc, qui travaillent en groupe et qui ont un accueil a également été fort modifié pendant la crise, puisque lorsqu'on a un appel d'un patient et qu'on doit savoir si on lui met un rendez-vous ou si jamais on l'invite, si on lui fixe un rendez-vous sur place ou en téléconsultation, eh bien, il va falloir prendre une décision à ce sujet-là. Donc, dans cet extrait, il y a eu pas mal de changements au niveau du travail des accueillantes, où elles ont dû apprendre à faire une sélection des patients. Mes collègues ont toujours continué à voir les patients, mais avec une sélection, c'est-à-dire les accueillantes ont commencé à poser des questions par rapport aux symptômes. On voit que les accueillantes, le rapport de l'accueil par rapport aux patients est différent. L'accueil va du coup poser des questions par rapport à la santé des patients, ce qu'il ne faisait pas auparavant, et qu'il joue ce rôle de filtre ou de tri qui est également nouveau et qui nécessite des ajustements avec ses collègues des autres professions.
Un autre élément qui est revenu, supporté par la télésanté, hein, c'est la possibilité de mobiliser les acteurs qui a augmenté ici, dans ce cadre-là. Donc, je reprends de nouveau un verbatim ici de quelqu'un qui nous dit: «Beh, parce qu'on avait souvent le problème», donc un pharmacien ici, avant des gens, dont le médecin était en vacances, il disait: «Il me faut une avance de mon traitement chronique». Eh bien d'accord, on avance le produit au prix mutuel. Tout le monde ne sait pas se payer les médicaments prix plein, donc on fait ce geste-là, hein. Puis on attend que les médecins reviennent de vacances. On espère que le patient n'oubliera pas de demander au médecin quand il revient. Et puis, bon, ben, maintenant, un coup de fil et le médecin peut envoyer l'ordonnance par mail. Alors, je ne suis pas sûr que les médecins vont interrompre leurs vacances chaque fois qu'un patient a besoin d'un renouvellement de traitement, mais l'idée qu'elle a derrière, c'est, OK, maintenant, avec ce système de communication, je peux beaucoup plus facilement solliciter le médecin pour un renouvellement d'ordonnance. Donc, on voit que ça change aussi et ça nécessitera probablement des discussions entre pharmaciens et médecins pour voir comment mobiliser cet outil d'une manière qui est adéquate pour les diverses professions. Mais ça, c'est quelque chose qu'on va essayer de clarifier par la suite, hein, lors de nos prochains entretiens. On est arrivé assez tôt dans la crise et ce type de questionnement n'était pas encore sur la table. Un autre élément a été la perte du contact humain, du contact informel. Ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment vu de manière très, très récurrente. Alors, l'extrait que je prends ici, c'est un extrait en maison de repos qui a plus pour but d'illustrer ce que le contact informel peut amener dans certaines situations. Donc, tous les mois, je sortais le traitement des résidents pour qu'ils prennent conscience que, par exemple, ce médicament, il faudrait peut-être le stopper parce que ça fait 3 mois qu'il l'a. Mais tout ça est en suspens depuis 2 mois. On ne revoit plus les traitements de manière systématique, hein, tout simplement parce que je ne vois pas les médecins. En fait, cette répondante ne se sentait pas en confiance. On parlait tantôt du cadre de sécurité nécessaire à la collaboration interprofessionnelle. Cette infirmière, elle ne se sentait pas en confiance, pas légitime pour interroger les médecins par rapport au renouvellement ou au changement de traitement de manière systématique. La manière qu'elle avait trouvé d'obtenir ça, c'était vraiment le fait d'avoir un cadre qui était plutôt de l'ordre de la suggestion et un cadre le moins formel possible. Et contacter directement certains médecins pour leur dire: «Tiens, il faudrait peut-être revoir le traitement», ça lui paraissait complexe. Donc pendant la crise, on a eu beaucoup de contacts, beaucoup de liens avec beaucoup de personnes, mais c'est vrai que le côté informel, lui, a été diminué avec de possibles conséquences à investiguer. Alors, en conclusion, je dirais que la crise a été un accélérateur important pour la transition numérique des outils de collaboration, pour la télésanté, que ces changements ont entraîné des modifications dans les collaborations, dans les modalités de communication entre professionnels, dans les tâches et les rôles de divers professionnels, dans la capacité à mobiliser certains acteurs ou dans les contacts informels. Alors, dans les choses qui restent à creuser pour la suite de notre étude, hein, ça va être aussi la question de la sécurité des données. Donc, on a vu par exemple l'usage de groupes de messagerie instantanée de manière assez importante ou des outils de mail non sécurisés pour échanger des informations. On sait que ça ne répond pas aux standards de sécurité pour la sécurisation des données. Donc, la question du manque d'outils peut-être en première ligne de soins ou d'outils pour la santé ou de savoir comment mobiliser des outils qui existent au final, mais les rendre mobilisables par les professionnels. Ou alors la question de la formation sur la sécurité des données. Donc les centres qui se sont équipés, qui ont renforcé leur matériel, s'assurer qu'ils soient capables d'éviter des attaques informatiques, puisqu'on sait que ces données ont de la valeur. Alors, il y a aussi tous les risques qui sont liés à cette transition numérique, hein. Je parlais des groupes WhatsApp. Quand on change de canal de communication ou qu'on ajoute ce canal-là, le risque, c'est de ne pas percevoir que le canal précédent avait, par exemple, d'autres fonctions. On pourrait imaginer une fonction de documentation, une fonction médico-légale, ou qu'on puisse perdre des intervenants en chemin, par exemple
Pour garder cet exemple-là, un prestataire qui n'aurait plus accès à une information parce qu'il ne fait pas partie de ce groupe, le médecin qui arriverait en maison de repos et qui n'a pas accès à une information parce qu'elle a été transmise sur un groupe interne à l'institution plutôt que dans le carnet de transmission ciblée. Il y a la question du bien-être avec la barrière vie professionnelle, vie privée qui intervient aussi. Et alors, on peut se poser la question de quelle manière la télésanté sera mobilisée ou pas pour l'après-crise, qu'est-ce qui est utile à garder, et comment la rendre performante. Et enfin, la question du fond sur la collaboration. Je pensais à la question pharmacien, médecin généraliste, par exemple, où on a vu que ça changeait les modalités, mais pour l'instant, dans ce qu'on a comme matériel, on manque d'informations sur ce que ça a changé dans les relations et sur le fond de cette collaboration. Voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas, c'est le moment. Et alors, n'hésitez pas également, si vous voulez prolonger la discussion plus loin que les quelques minutes qu'on a maintenant, à me contacter via mon adresse ULB. Merci beaucoup.